déjà, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être ici et que vous soyez venus. On peut peut-être effectivement rebondir sur ce qu'a dit Bertrand, sur mon parcours artistique. Alors j'ai fait les Beaux-Arts à Paris, j'avais une pratique de sculpteur initialement, majoritairement orientée vers des pratiques qui étaient très minimales, voire conceptuelles. Et puis j'ai terminé mes études en présentant un dessin animé, un petit peu à contre-courant de ce que j'avais pu développer pendant mes études, où j'étais très en réaction par rapport aux choses telles que l'image ou l'objet. Suite à ça, pendant près d'une dizaine d'années, j'ai pratiqué le dessin animé de manière artistique ou professionnelle, et puis petit à petit, je me suis éloigné. Et le fait qu'il y ait cet objet ici croise un petit peu justement cet éloignement qui part d'un constat à la base, c'est que la pratique de l'animation, le dessin animé, si vous voulez, c'est quelque chose qui requiert souvent beaucoup de travail ou beaucoup de ruse. Il faut savoir un petit peu équilibrer entre les deux, mais effectivement, quand on est seul, les moyens de production sont parfois très limités. Le constat de base sur lequel je suis parti pour ensuite recommencer, on va dire, à faire de la sculpture, c'est que le dessin animé, c'est un film sans caméra, autant que c'est un dessin sans papier. Donc dans cette double amputation, cette double privation, je me suis dit qu'on pouvait peut-être pousser les choses encore plus loin pour aboutir à d'autres résultats. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va amputer le processus de fabrication d'un dessin animé, enlever certains éléments, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver totalement ailleurs? En l'occurrence, le gong que vous avez ici a été fait parallèlement, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là, à une série de photos, mais qui plus précisément correspond à une intervention sur de la monnaie. Il s'agit de pièces d'euros, de centimes d'euros qui ont été refrappées de manière à les caricaturer, à provoquer des espèces d'anachronismes, puisqu'on retrouve certains motifs qu'on peut voir dans des pièces gauloises, par exemple. Le principe était de retravailler sur ces pièces et puis de les remettre en circulation. C'était pas du tout d'arrêter, et justement, c'est un geste qui a été fait de manière assez impossible, on va dire, très loin du dessin animé, sans vraiment comprendre où est-ce que je voulais en venir. Et puis, en considérant les choses, on peut très bien rapprocher ce médium-là, la monnaie, au dessin animé. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un médium qui est tout le temps en mouvement. Et le fait d'intervenir dessus et de la remettre en circulation, de la jeter dans la rue ou la remettre dans la main de quelqu'un, ça permettait un petit peu d'interrompre et de continuer le flux. Parallèlement, j'avais montré ce gong qui est ici, pour un petit peu dédramatiser le côté polémique de ce travail, et pour rentrer peut-être plus dans des problématiques qui concernent celle du martelage, du martèlement du métal, de transformer le métal en le martelant, mais surtout pour recroiser un petit peu les histoires des dessins animés. Il faut savoir que le son d'un gong, c'est la forme du gong, c'est la texture du gong, et donc en se disant, si je dessine dans le métal du gong, si je change la forme du gong, forcément le son en sera changé et il sera chargé de ce dessin. Donc en l'occurrence, là on l'a mis près d'un mur, mais il aurait été beaucoup mieux dirigé vers vous, ou plutôt vers l'écran, puisqu'il s'agit plus ou moins d'un projecteur d'un dessin, mais qui se projette en tant que vibration dans l'air. Donc vous voyez que le rapport à l'animation s'éloigne très vite des pratiques traditionnelles, on va dire, pour m'amener à d'autres choses. Je vous montre un petit peu quelques images encore de cette série-là, et puis je vais passer à cet objet-là. Donc toujours dans la question des projecteurs, il s'agit d'un cône en silicone que j'ai fabriqué tout d'abord à plat. J'ai fait une espèce de grande lait de silicone que j'ai roulé sur elle-même afin d'obtenir un cornet avec une spirale au centre. Les arcs de la spirale ont été maintenus
à l'écart avec une espèce de grande carotte de silicone, et puis à l'intérieur j'ai versé plusieurs gammes de couleurs de silicone. Si vous voyez le silicone de moulage, hein, c'est un matériau qui est extrêmement fluide et qui a la capacité de sécher avec un bicomposant, mais surtout d'enregistrer un petit peu les mouvements chaotiques du fluide. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'avais cet objet-là, qui est une forme en projection. Il s'agit d'un cône avec une base et une pointe. Il y a un mouvement giratoire de la spirale, le mouvement de projection des cônes à l'intérieur du cône. Et puis le principe, ça a été de l'exposer, mais surtout de ne le rendre disponible que sous forme de tranche. Hein, un petit peu à la manière d'un jambon. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir dans cette suite d'objets encadrés, il s'agit de tranches de ce cône, qui viennent décomposer un mouvement, qui est celui de la projection, hein, comme je l'avais décrit, et puis les mouvements, alors je ne sais pas si peut-être je peux zoomer, vous verrez mieux, mais les mouvements fluides qui ont été retenus par le séchage du silicone qui est relativement rapide. Donc on voit un petit peu des choses se dessiner comme ça. Donc vous voyez qu'encore une fois, on est dans un cas de figure où on reparle d'une animation, mais un petit peu à rebours, avec des outils et des procédés qui sont réinventés et qui amènent à d'autres fins. Alors ce qui était intéressant pour moi, et ce qui croise un petit peu les problématiques un petit peu bizarres évoquées dans les travaux avec les pièces de monnaie, c'est que cette fois-ci, l'objet artistique, la sculpture, est voué à disparaître en fonction de son succès commercial. C'est-à-dire que plus les gens en achètent, plus la sculpture va disparaître. Et plus on va voir le mouvement se décider. Et vous voyez que là, il y a aussi, pour moi, la problématique qui est quand même une clé assez importante dans mon travail, à savoir comment passe-t-on d'une expérience artistique, esthétique, au statut de marchandise, hein, puisque la plupart du temps, l'œuvre d'art est vouée à rentrer dans un circuit qui échappe à son créateur, qui échappe à sa propre mesure, qui s'appelle le marché de l'art. Hein, à chaque fois, il y a ce problème-là, et cette fois-ci, c'était un petit peu un essai pour que l'objet lui-même incarne cette transformation qui contient toute sa problématique, voire son drame, puisque c'est jamais très drôle de voir un objet se transformer en marchandise. Et cette fois-ci, les marchandises existent, mais l'objet, la matrice initiale, à savoir ce cône ou ce jambon, se met à disparaître tout doucement. Donc vous voyez que l'objet est exposé aussi comme une espèce de projecteur. Hein, on voit ici la forme miniature de ce qui va se passer ensuite sur les parties de la base du cône. Cet objet avait été présenté dans une exposition qui était très importante pour moi, qui s'appelait Oborot. Alors, vous avez utilisé cette image-là pour illustrer la conférence. C'est un objet qui a été présenté conjointement au cône que je viens de vous montrer. Il est lui-même en silicone, et cette fois-ci, le procédé est très simple. Hein. Il s'agit simplement de reprendre un procédé de moulage, à savoir de mouler le crâne, mais quand on fait du moulage, quand on moule un crâne, généralement, on met un bonnet de bain pour se protéger des cheveux, au risque d'avoir les cheveux pris dans le silicone. Donc là, c'est l'erreur que j'ai fait sciemment, à savoir de badigeonner la tête de silicone et d'avoir une espèce de casque en silicone qui a été ensuite coupé au ciseau très doucement. Ça a pris 4 heures un petit peu pour le retirer, et puis on obtient cet objet qui est à la fois un négatif, puisque si on regarde bien les oreilles, elles ne correspondent plus du tout à des oreilles positives humaines, et en même temps qui se donne un petit peu le statut d'un positif, puisqu'il est dépilatoire. Hein, il est reparti avec les cheveux, alors il entraîne un petit peu toute une espèce de champ métaphorique, on va dire, puisque pour moi ça ramène à cette image d'avoir les cheveux qui poussent à l'intérieur de la tête. Mais surtout, donc le titre de cet objet, qui était le titre de l'exposition, Oborot, qui est un mot russe à la base, et qui est un mot qui partage une racine étymologique, donc qui veut dire un petit peu
revenir ou retourner, mais qui rencontre un petit peu deux phénomènes, à savoir un phénomène économique, le retour gain, sur avance, et puis le fait de retourner la peau, qui rejoint un folklore médiéval où on pensait précisément que les loups-garous étaient des gens qui avaient sous leur peau une fourrure et qui tous les soirs retournaient leur peau pour se transformer en loup-garou. Donc là, on a un petit peu l'illustration la plus littérale de ce phénomène-là, que de retourner sa peau pour obtenir une métamorphose. Alors j'insiste sur la métamorphose, puisque c'est un élément qui est très important pour moi. On parlait de procédé tout à l'heure, mais en regard du procédé, il y a toujours la métamorphose. Le procédé est quelque part un moyen de donner au regardeur les clés de fabrication d'un objet, hein, de savoir d'où il vient et de ne pas se poser pas faire en sorte que l'objet se pose avec trop d'autorité dans la lecture du regardeur. Et puis la métamorphose permet pour moi d'échapper un petit peu à la métaphore, hein, parce que la métamorphose se fait toujours en procédé. Hein. La métamorphose, c'est un procédé pour moi qui contient plusieurs étapes, on va le voir après avec un travail clé. Donc cette perruque dépilatoire, elle incarne un petit peu ces choses-là, et surtout, moi ce qui me comble souvent de plaisir ou de joie, c'est de voir les publics, les spectateurs regarder cet objet, essayer de penser comment il a été fait, et souvent on se retrouve avec des gens qui font ce geste-là, qui comprennent très bien que l'objet a été scalpé sur un crâne, mais qu'il en contient toute sa complexité. Dans la même exposition, et c'est là où je vais m'attarder un petit peu plus par rapport aux questions de procédé, je vous montre tout d'abord l'objet qui m'a amené à penser toutes ces choses-là et qui retraverse ces questions de lycanthropie, de loup-garou. Il s'agit d'une revue que j'ai trouvée à l'époque dans la rue, qui est une revue de recherche sur la culture iranienne. Et dans cette revue, il y avait un texte qui s'appelle Kotrob, d'un auteur qui s'appelle Bertrand Thierry de Crusoe des Épaisses, et qui nous parle de la lycanthropie dans le monde médiéval perse et arabe. Donc la lycanthropie, c'est le fait de se transformer en animal, souvent en loup. Et l'auteur en question précise une chose assez intéressante, c'est qu'au même moment où en Occident on brûlait les gens qu'on accusait de sorcellerie ou de lycanthropie, dans le monde perse et arabe, il y a cette nuance qui fait que les lycanthropes ne pouvaient pas être des suppôts de Satan. Pour la simple et bonne raison que la création étant dans les mains d'un dieu, un démon ne pourrait intervenir dans la création. Donc la métamorphose est difficilement concevable en ces termes dans le monde perse et arabe, et pour le coup, ces gens-là n'ont pas été considérés comme des gens habités par le démon, mais des gens qui étaient malades. Donc ce sont des cures qui sont décrites dans ce texte-là, des cures qui souvent fonctionnent à base de massage et d'onguents. Et à l'époque, quand j'ai découvert ce texte qui est très riche, qui est très beau, je m'étais dit, tiens, si j'inverse le processus de cure, tous ces massages, tous ces onguents, si j'inverse tous ces traitements, est-ce que je peux trouver moi-même une voie vers la lycanthropie et essayer de me métamorphoser en animal? Bien évidemment, les choses sont allées plus loin, et j'ai commencé à faire des recoupements sur des choses qui se passaient à la même époque en Occident et qui ont été révélées sous la torture pendant l'Inquisition, à savoir l'existence d'onguents, de pommades utilisées en sorcellerie pour transformer les gens en animaux. Ces onguents ont été identifiés par la suite comme onguents de vol par certaines personnes. Il s'agit de pommades qui sont obtenues à partir de plantes telles que la belladone, la jusquiame ou la datura. Et le folklore veut qu'on s'imagine souvent les sorcières, c'est des gens de sabbat en enfourchant un balai. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que ce fameux balai était enduit de cette pommade et que les molécules
hallucinogènes passaient par les muqueuses vaginales et portaient les sorcières jusqu'à la transe. Donc moi j'ai été très intéressé par ce procédé-là et je me suis mis en quête de la recette de cette pommade pour essayer d'inventer une pâte à modeler hallucinogène. Donc là ça a été toute une suite d'expérimentations. Les choses n'ont pas été si simples pour la simple et bonne raison que la molécule en question, à savoir la scopolamine, qu'on trouve dans ces plantes comme la datura, la méladone, etc., c'est une molécule qui est extrêmement puissante. Il faut être suivi pour l'utiliser. Si vous connaissez par exemple la littérature de Carlos Castaneda, voilà, la scopolamine, on la trouve dans la datura. Donc c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas trop rigoler. Donc du coup, suite au conseil de certains médecins que j'avais contactés à l'époque, j'ai dû me tourner vers des molécules peut-être un petit peu plus récréatives. Et donc, les recherches m'ont amené vers une molécule qui s'appelle la psilocine, qui est potentiellement contenue dans les champignons hallucinogènes, qu'on peut très bien synthétiser, et qui a pour avantage d'avoir une masse molaire très petite. Alors, il faut savoir que la scopolamine peut passer très facilement par la peau, ce qui n'est pas du tout le cas des autres drogues. Tout en sachant que la peau des mains est une surface du corps extrêmement protégée, puisqu'on peut manipuler beaucoup de choses sans s'intoxiquer. Donc il a fallu trouver un moyen d'intoxiquer la peau, de mettre en place tout un procédé pour que les choses se mettent à fonctionner. Donc ça m'a amené à contacter beaucoup de gens qui travaillent notamment dans le milieu pharmaceutique pour savoir un petit peu comment je pouvais procéder. Et puis on m'a indiqué certaines manières de faire et qui ont consisté principalement à dilater les pores de la peau en les immergeant très longtemps dans de l'eau chaude, irriter légèrement la peau et puis surtout d'utiliser un solvant qui a été le transport de cette molécule et qui était mêlé aux matières malléables. Donc pour vous faire un petit peu reprendre un peu le topo, en fait il s'agit d'une pâte à modeler hallucinogène qui contient un solvant qui dissout les barrières de protection cutanée pour faire passer une molécule hallucinogène. Donc ça a l'air simple comme ça, c'est très compliqué à mettre en place. Et puis ça m'a donc permis de faire 3 expériences, 3 voyages successifs pour préparer un petit peu tout ça. Et donc le premier, ça a été l'expérience qui m'a permis de valider un petit peu ma recherche, d'avoir effectivement un matériau malléable et toxique, qui plus est permettait en gros un état second d'une durée d'à peu près 7 heures, ce qui équivaut à la durée légale du temps de travail, ce qui est tout à fait louable comme chose. Et puis une deuxième expérience où là je me suis confronté à une expérience sculpturale et qui a donné lieu à pas mal de réflexions. C'est-à-dire que la première expérience a été extrêmement récréative puisque j'ai juste passivement subi les effets de ce produit-là, donc il y a un hallucinogène très proche de ce qu'on peut vivre avec les champignons, donc qui est récréatif, plutôt drôle, avec beaucoup de déformations de la perception. La deuxième m'a amené à jouer un petit peu avec le matériau, de beaucoup m'amuser, et puis surtout de retrouver un petit peu les problématiques d'animation, puisque le projet, en gros, caché, ou le projet parallèle de cette expérience-là, c'est bien évidemment de voir un film d'animation se faire sans avoir à travailler, de voir la pâte bouger elle-même et se mettre à se déplacer tel un dessin animé comme voilà, c'est Gromit. Alors les choses se sont déroulées de la sorte, j'ai pris énormément de plaisir à voir les animaux se déplacer sur ma table. Petite précision par contre, j'ai oublié de vous dire que la masse malléable de cette composition est principalement faite en argile verte. Une argile verte qui est utilisée en cosmétique, qui est également comestible, qui devait être très saine pour la simple et bonne raison que les protections cutanées étant neutralisées par le DMSO, donc le diméthylsulfoxyde qui était
le solvant que j'utilisais pour faire passer les molécules, je devais être un petit peu protégé, tout en sachant que les argiles qu'on utilise en sculpture sont souvent toxiques. Hein, et la pâte à modeler industrielle, elle, contient des métaux lourds. Donc je me suis tourné vers une matière qui était relativement saine, on va dire. Donc je reviens sur cette deuxième expérience qui a duré 7 heures, durant laquelle je me suis beaucoup amusé. J'ai fabriqué un objet que je voulais plus ou moins optique, c'est-à-dire qu'il devait porter un petit peu mes visions. Hein. Je faisais des cônes, je pouvais regarder à l'intérieur, m'amuser, voir des choses. Donc j'évoquais des animaux qui pouvaient évoluer sur les parois, etc. Ça a été extrêmement jouissif comme expérience. Il y avait beaucoup de changements de couleurs, des motifs archéologiques qui apparaissaient sur la surface de la Terre, des petits personnages qui se baladaient dans une architecture. Et puis, au bout de 7 heures, les choses sont retombées, et je suis rentré me reposer. Et le lendemain, je suis revenu voir un petit peu ce qui était advenu de ce chef-d'œuvre que j'avais produit. Forcément, c'était bien autre chose que j'ai vu. Il s'agissait d'une espèce de château de sable assez grotesque, pas très intéressant, et surtout qui posait quelque chose comme un problème, et qui me semble très important de relever dans la question des rapports entre l'art et les drogues en général, à savoir qu'est-ce que c'est que ce procédé qui consiste à prendre une drogue et essayer de faire une peinture ou une sculpture. Hein, je me suis dit, en voyant cet objet, qu'il fallait peut-être en remettre un tour. Il fallait peut-être que les choses soient plus compliquées et essayer aussi d'échapper à certains poncifs des rapports entre l'art et la drogue. Le premier, donc je rappelle aussi que l'expérience avait été filmée. Le film n'a jamais été montré pour la simple et bonne raison que j'ai refusé un petit peu ce regard qui consiste à montrer un individu sous l'emprise de la drogue à un public qui ne l'est pas. Je trouve que c'était un regard clinique, un regard voyeur sur l'expérience de la drogue qui n'apportait pas grand-chose sur l'expérience elle-même. Et deuxièmement, il y avait ce rapport entre l'expérience psychédélique et le résultat de cette expérience quand elle est vécue avec des outils artistiques, où il y a une énorme distance. Hein. Et puis, ça m'a aussi mis la puce à l'oreille que bien souvent, quand on regarde des travaux d'artistes, entre guillemets, faits sous l'emprise de la drogue, on a souvent affaire à une espèce de supercherie et qui a le problème pour moi d'amener les autres à vivre leur expérience psychédélique sous le jour de ces expériences qui ont été vécues. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, quand on traverse ces états seconds, on peut se poser la question que ces déformations auxquelles on peut assister, est-ce que c'est notre cerveau qui les produit? Est-ce qu'elles sont vierges? Est-ce qu'elles sont à l'état, entre guillemets, sauvage? Ou est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement influencées par tout un folklore qui appartient à l'imagerie psychédélique, à savoir toute une culture qui passe par une relecture du modern style, de l'art nouveau, et puis toutes ces choses qui appartiennent aujourd'hui à l'univers de l'informatique. Hein. C'est toujours très intéressant de voir à quel point une expérience qui a souvent été déclarée par ses défenseurs comme étant une libération ou une grande nouveauté, de voir qu'elle s'inscrit toujours sur un socle et un contexte culturel bien précis. Donc en l'occurrence, ça m'a amené à repenser les choses et dans un premier lieu de me dire que finalement le stéréotype de la psychédélie passe avant tout par le visuel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait jamais dans ces expériences-là ce qu'on rencontre. Est-ce que c'est influencé par ce qui a déjà été vu en termes d'expérience psychédélique, ou est-ce que c'est une création pure et simple de l'esprit? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais en tout cas, pour moi, c'était de prendre les choses à rebours et de ne pas passer par le visuel et de me concentrer sur une expérience purement tactile. Et cette fois-ci, de ne pas être filmé, hein, pour reprendre un peu les problématiques que j'ai évoquées.
Donc la troisième expérience qui a été faite, elle s'est faite sans caméra, elle s'est faite dans l'objet que j'avais déjà obtenu au précédent, cette espèce de château de sable, ce que je décrivais de manière assez grossière comme un château de sable, mais qui se rapprochait de ce qu'on peut appeler un ziggurat, qui sont ces architectures en spirale qui montent, qui ont souvent influencé certains peintres pour représenter la tour de Babel. Donc j'ai inséré mes mains à l'intérieur et j'ai commencé à me concentrer sur des informations purement tactiles. Au préalable, j'ai poli ou j'ai fait en sorte de n'avoir aucun relief sur la masse de l'objet dans lequel j'étais en train de travailler, pour n'avoir aucune accroche pour produire des hallucinations visuelles, et surtout ne pas fermer les yeux, puisque dès lors qu'on ferme les yeux dans ces états-là, toute la machinerie, les kaléidoscopes, etc., se met à se déclencher. Donc j'avais les yeux ouverts dans une semi-obscurité, tout en essayant de me concentrer sur des informations tactiles. Alors les informations, elles ont été très étranges. Alors je vais quand même commencer à vous montrer certaines images. Les informations ont été, les hallucinations, en tout cas tactiles, ont été de l'ordre du changement de température et parfois du changement de texture, mais surtout, au bout d'un moment, ce qui a été vécu de manière très forte, c'est le fait d'être situé dans deux espaces en même temps, à savoir d'être assis devant la table et manchot, d'être privé de mes mains tout en étant voyant, et puis d'être dans un tout autre espace, cette fois-ci purement tactile, d'être un corps aveugle qui se déplaçait sur une surface continue, mais qui était comme une espèce de labyrinthe tendu. C'est très étrange, très difficile à expliquer, mais d'être totalement perdu tout en étant en contact avec une surface. Ce qui s'est passé pendant cette expérience, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai abandonné le fait de travailler avec les deux mains pour extirper ma main droite, qui est ma main d'usage, puisque je suis droitier, et de travailler qu'avec la main gauche, et faire en sorte qu'à chaque fois que la main gauche essayait de s'extirper de la matière, la main droite venait la recouvrir, un petit peu pour l'intoxiquer encore plus. Ce qui m'a amené à tourner autour de la table. Donc on voit ici, j'ai pas beaucoup de photos, je suis désolé. En fait, ce qui m'a fait progresser en spirale, et j'ai arrêté de progresser tout simplement une fois que les effets se sont estompés. J'ai décidé de l'arrêt de l'expérience une fois que tous les effets de la drogue s'étaient dissipés. Donc, initialement, ce que j'ai obtenu là, c'est une autre étape. Ce que j'avais obtenu, c'était une espèce de grand donut en terre verte, et qui ne donnait, là cette fois-ci, qui était un objet qui ne donnait aucune information sur ce que j'avais pu vivre, puisque tout était contenu à l'intérieur. Donc c'était un objet qui était totalement muet et aveugle. C'est quelque chose qui est assez important pour moi. Et là, cette fois-ci, les choses étaient totalement fermées vis-à-vis d'un public, il n'y avait aucun voyeurisme possible. Et en même temps, je me suis dit, si je versais du plâtre à l'intérieur, je pourrais obtenir un enregistrement de cette expérience. Donc le plâtre que vous voyez à l'image ici, donc qui est un petit peu vert à cause de la couleur de la terre, est venu inonder un petit peu les circuits de passage que j'avais fait, et est venu prendre l'empreinte, un petit peu comme quand on prend l'empreinte d'un animal dans la forêt, est venu enregistrer mon passage dans la matière. Donc vous voyez que cette fois-ci, in fine, ce qu'on obtient, c'est un rapport très indirect par rapport à l'expérience psychédélique qui a été vécue. Les choses sont extrêmement tordues, parce qu'elles passent par plusieurs étapes d'un processus qui me permet d'un côté d'obtenir un enregistrement qui se refuse quelque part en voyeurisme, puisque pour le comprendre, il faudrait peut-être le remouler et remettre ses mains à l'intérieur. Et puis, quelque part, ça rejoint ces histoires de métamorphose et d'animalité qui étaient évoquées
tout à l'heure. Parallèlement, ça m'a permis aussi, puisqu'on était toujours dans le cadre d'une galerie commerciale, ça m'a permis de recouper un petit peu avec cet enjeu de la transformation de l'expérience artistique en objet commercial. C'est-à-dire qu'une fois que le plâtre a été versé, j'ai récupéré la terre qui avait été utilisée et que j'ai réactivée en la remélangeant avec des molécules et du solvant, et qui était mise à disposition dans la galerie de potentiels acheteurs. Ce qui, pour moi, était encore une fois un geste assez sensible, on va dire, mais surtout me permettait d'insister encore une fois sur cette dimension assez cynique de l'œuvre d'art qui se transforme en marchandise, et puis d'échapper, alors là c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, d'échapper aussi à cette dimension démiurgique qu'on associe aux artistes qui prennent des drogues et qui souvent s'approprient ou se donnent eux-mêmes, ou auxquels on donne le titre de chaman. Ça, ce genre de choses, j'ai absolument rien contre le chamanisme. D'ailleurs, je trouve même que c'est une culture très intéressante. Mais je trouve que le métier d'artiste, quand il se permet de tels débordements, je trouve qu'on est dans le cas d'une supercherie, puisque de toute façon, le rapport au corps social, tel qu'il est soutenu par un chaman dans différentes cultures, n'a rien à voir, à mon sens, avec le rapport entre les arts plastiques et le corps social aujourd'hui. C'est des choses qui sont très différentes, qui sont mises en avant de manière assez caricaturale, et vis-à-vis desquelles je suis assez en retrait. Et c'est surtout ce côté démiurgique auquel qu'on prête souvent à l'expérience des drogues quand elles sont traversées par un processus artistique qui, moi, me posait d'énormes problèmes. Alors forcément, suite à un travail pareil, il y a eu l'assimilation de mon travail personnel et de tout ce que je pouvais faire aux drogues, puisque ce travail a été très vite relevé et exposé quelques mois après à la Maison Rouge, qui en 2013, si je me souviens bien, faisait une grande exposition qui s'appelait Sous influence et qui retraçait les rapports entre l'art et la drogue. Le commissaire m'avait contacté puisque à ses yeux je représentais un peu une espèce de curiosité, puisque jusqu'ici peu d'artistes avaient confronté une pratique sculpturale avec l'emprise des drogues. Souvent les rapports entre art et drogue sont souvent associés aux arts graphiques et à la peinture, rarement à la sculpture. Alors forcément là il s'agit de modelage, la menuiserie en état second ça doit être un petit peu plus dangereux, je ne tenterai pas, mais surtout vous comprenez bien que pour moi il était tant important de traverser une expérience psychédélique que de proposer plus qu'une sculpture ou une œuvre, un matériau. Vous voyez que là, on le voit en bas de l'image, c'est le matériau avec tout son potentiel et tout le procédé qui l'accompagne qui m'intéressait. Donc forcément, j'ai très vite été catalogué comme un drogué, ce qui à mon sens n'était pas nécessairement, couvrait pas la totalité de mon activité, mais j'ai été amené par la suite à revenir là-dessus, puisque souvent après les gens étaient très en attente de ce genre de choses quand j'étais invité, et notamment c'est là où j'ai croisé Bertrand Desauteux dans le cadre d'une résidence aux Galeries Lafayette, la fondation des Galeries Lafayette, et donc qui m'avait accueilli un petit peu avec dans l'idée de me voir produire des œuvres en état second. Donc là, il a fallu un petit peu prendre les choses au revers de ça, et tout en les
caressant dans le sens du poil, j'ai envie de dire, arriver à quelque chose qui soit un peu le contre-pied de ce que je viens de décrire. Alors ce que j'ai mis au point, en fait, en prenant le contre-pied absolu, c'est de effectivement revenir sur une matière modelable toxique, mais cette fois-ci, au lieu qu'elle soit hallucinogène, elle est totalement anesthésiante. C'est-à-dire que, alors, le corps est encore mobile, mais le sens du toucher est totalement annulé. Donc c'est une pâte à modeler qui, dès lors qu'on la manipule, eh ben, on la sent pas. Donc là, vous voyez que ça me permettait de trancher un petit peu avec ce qu'on associe à mon travail, tout en restant dans les mêmes problématiques. Alors, ensuite, ce qui a été intéressant pour moi, c'est de coupler cette pâte à modeler, alors là, qui cette fois-ci est beaucoup plus simple à mettre en place, puisqu'il s'agissait de mélanger encore une fois un matériau modelable avec un matériau anesthésiant. Cet anesthésiant, on le trouve en pharmacie, il est utilisé en chirurgie pour faire des anesthésies locales pour certaines opérations, on l'utilise en pédiatrie pour éviter que les enfants aient mal quand on leur fait des piqûres. Et puis, chose croustillante et très intéressante pour moi, elle est utilisée dans certains cas pour soigner les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Alors, ça permet de calmer certains messieurs qui ont trop d'innervation dans leur pénis, et puis comme ça, ils peuvent durer plus longtemps, comme on dit, à condition d'utiliser un préservatif. Donc, il m'a fallu coupler cette matière-là avec un autre dispositif qui, cette fois-ci, s'inspire des cures qu'on donne aux gens qui ont des problèmes de membres fantômes. Si vous voyez ce que c'est, il s'agit de gens à qui, par exemple, il va manquer un bras, et le bras valide va être confronté à un miroir, souvent dans une boîte, et le cerveau va refaire un petit peu la liaison. Souvent, ce sont des gens qui ont mal à une main qui n'existe pas. Donc le fait de confronter un membre à son reflet, et donc le reflet étant remplissant un petit peu l'image du membre manquant, ça permet au cerveau de se raccrocher à l'image, qui permet un petit peu de refaire certaines connexions. C'est une thérapie qui est très récente, qui date des années 2000, et ça a l'air très simple comme ça, mais elle est tout à fait récente. Alors là, je vous montre quelques images qui accompagnent un peu le projet, qui le croisent de près ou de loin. Vous voyez que là, le rapport à l'amputation est aussi très présent. On l'avait déjà dans cette espèce de cône noir que je vous ai présenté, qui lui-même portait un titre qui s'appelait George Dedlow, avec un numéro. Alors pour la petite parenthèse, George Dedlow est un personnage de plume qui a été inventé par un scientifique américain qui est le premier, en tout cas celui qui a initié la recherche dans les membres fantômes. George Dedlow était un ancien de la guerre de sécession qui avait perdu ses deux jambes et qui ne comprenait pas pourquoi il avait encore des sensations dans ses jambes. Et les textes de ce monsieur paraissaient dans des revues non scientifiques, ce qui permettait, j'ai plus le nom du chercheur en question, mais ce qui permettait de vulgariser un petit peu ses recherches en passant par d'autres parutions. Et l'histoire veut qu'à l'époque, on était dans les grandes vagues de la mode du spiritisme, et le fameux Dedlow serait rentré en contact avec des êtres qui se seraient révélés avec des numéros. Personne n'a vraiment compris, et ces numéros, en fait, étaient le numéro de conservation de ces deux jambes à la clinique des Moignons. Donc il y a tout un délire comme ça, mais c'est vrai que la question de l'amputation, elle traverse beaucoup mon travail. Donc là, vous avez un dispositif, encore une fois, de cure. Bon, là, c'est une personne qui valide les deux mains, etc. Donc moi, ce qui m'a porté à mélanger un petit peu ce matériau, qui, quelque part, incluait une espèce d'amputation chimique,
et de pervertir aussi un petit peu ce dispositif thérapeutique. Alors vous voyez ici un plan en 3D. Alors, si je peux vous... Donc là, il s'agit d'une boîte en deux parties. Ici, vous avez une partie découverte avec un trou, une partie couverte avec le même trou qui se situe de l'autre côté. Donc à gauche, vous avez une partie qui était remplie de matière anesthésiante, dans laquelle j'ai inséré mon bras gauche. Et puis le bras droit, lui, était dans cette partie-là. La partie blanche est un miroir. Donc la main droite était confrontée à un miroir. Donc la main gauche que je ne sentais plus était rattrapée par le reflet de la main droite dans le miroir. Avec cette subtilité ou cette perversion que le miroir contient un trou, une espèce de gloriole, ce qui permettait à la main gauche de projeter de la matière toxique de l'autre côté afin d'intoxiquer la main droite, pour qu'il y ait un échange. Donc là, on voit quelques images. Donc là, cette fois-ci, l'expérience était un petit peu plus courte. Elle a duré à peu près 4-5 heures. Elle a été... en tout cas, le matériau fonctionne puisque, sans m'en apercevoir, je me suis retourné un angle de manière assez cruelle, mais je m'en suis aperçu au bout de 3h30. Et puis, une fois que l'expérience est terminée, donc vous voyez que d'un côté, il y avait donc ma main gauche réelle qui était aveugle et insensibilisée, donc je ne voyais pas du tout ce que je faisais, et puis la main droite qui, elle, travaillait avec une main gauche de fortune, qui était son reflet, pour fabriquer une forme confrontée à un miroir. Donc vous voyez qu'il y a un échange entre un espace conscient, un espace de veille et un espace de sommeil qui, au final, va être inversé. Alors, est-ce que j'ai... Allez-y. Alors, je vous montre la boîte en question, mais... Alors, voilà, il s'agit de la boîte en question. Vous voyez que là, il y a un reflet. Donc ça, c'est autre chose. J'ai juste une crainte. C'est de ne pas avoir les images finales, puisque au final, pour enregistrer encore une fois l'expérience, j'ai versé du plâtre dans cette matrice, ce qui est amené à révéler le travail qui était invisible et insensibilisé, donc en faire une forme positive, alors que le travail qui était relativement visible et insensibilisé sur la fin est devenu un bloc, est devenu un négatif. Donc il y a eu un véritable échange entre les deux. Malheureusement, je n'ai pas le document. En attendant, je vous montre donc cet objet-là, qui lui a été donc fait cette fois-ci le socle et la matrice de l'objet. Donc là, ça a été produit avec une pâte à modeler anesthésiante. La boîte que vous avez là était remplie de matière anesthésiante. Vous avez un trou à droite qui était un trou d'évacuation. Et donc, une fois que l'expérience est terminée, une fois que j'ai retrouvé mes sens, un plâtre a été coulé à l'intérieur et ensuite posé par-dessus. Alors, toujours dans les histoires de procédés, là je vous montre un petit peu les images de choses très récentes. Ici vous avez pour le coup quelque chose qui s'éloigne un petit peu de ce que je viens de décrire, mais qui est toujours une histoire de procédé, où j'avais essayé au précédent de retrouver la recette, vous savez, de ces figurines qui, dès lors qu'on les met dans l'eau, se mettent à grandir. Une espèce de gadget, et puis je m'étais dit à l'époque, tiens, est-ce que je pourrais faire une architecture comme ça, qu'on mettrait dans l'eau et qu'on pourrait habiter.
En l'occurrence, j'ai repris donc le rapport à la miniature, j'ai repris un objet qui se trouve au Louvre, qui est un objet votif égyptien, qui est une petite ferme, qui étrangement ressemble à une maison de poupée. Il faut savoir que les rapports entre les jouets et les objets funéraires sont très ténus, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on remonte dans l'histoire du jouet, on tombe très vite sur des objets funéraires. Donc là, en l'occurrence, c'était un objet qui est assez ambigu, puisqu'on ne sait pas trop si c'est un jouet ou un objet rituel, et qui a été, avec les moindres moyens, fait avec un matériau qu'on trouve alors, de manière très commune dans les couches pour bébés, puisque ça permet d'absorber le spi. Mais on la trouve aussi en agriculture. Souvent, les agriculteurs mélangent la terre à ces cristaux qui absorbent de l'eau. Pour vous décrire un peu les choses, si vous avez jamais ouvert une couche pour bébé en deux, vous avez un sel qui, dès lors, est en contact avec de l'eau, se met à avoir l'échelle d'un gravillon. Donc, ce qui est un changement d'échelle non négligeable. Donc, en l'occurrence, j'avais fait cet objet-là, avec l'espoir qu'il soit habitable. Ce qui ne s'est pas produit, il a grossi à peu près, il a pris 50% en plus, on va dire. C'était un objet qui était comme ça, qui est devenu comme ça. Et puis le principe, c'était d'avoir un objet gonflé au maximum, gorgé d'eau un maximum, pour qu'à la fin de l'exposition, il rétrécisse et qu'on puisse le remballer tranquillement et le stocker sans trop de problèmes. Une espèce de souci d'économie comme ça. Vas-y, je t'en prie. L'objet que vous avez vu précédemment, on va revenir dessus, lui est un petit peu plus polémique puisqu'il reprend la même cuisine, la même recette, sauf que cette fois-ci, c'est l'empreinte de l'intérieur d'un casque de maintien de l'ordre, un casque de CRS, qui a été rempli avec ce matériau-là. Donc il nous donne, alors c'est un espace très intéressant, parce que ça nous donne d'un point de vue anthropologique ce qu'on peut se figurer comme étant un crâne humain, mais surtout, là cette fois-ci, au lieu de le tremper dans l'eau, ça a été trempé dans 50 litres de vin rouge. Donc il y avait effectivement un désir un petit peu de caricature, de faire une espèce de caricature processuelle, et encore une fois d'avoir ce rapport d'échelle qui n'arrête pas de bouger. Alors tout en rappelant que la recette que j'ai mise au point est tout à fait aléatoire, elle n'utilise pas vraiment les mêmes produits qu'on trouve dans l'industrie, et donc pour le coup le changement d'échelle n'est pas du tout homothétique. Il s'agit plutôt de boursouflures, de gonflements assez aléatoires qui donnent des choses assez monstrueuses. Donc toujours sur les pâtes à modeler. Les pâtes à modeler récréatives, là cette fois-ci il s'agit d'une vidéo qui est très récente. Donc cette fois-ci il s'agissait simplement d'avoir un pain de pâte à modeler chaude et un pain de pâte à modeler bleu, et qui pendant tout un long processus d'à peu près 1h40 de mélange pour obtenir une pâte à modeler verte, qui a elle-même ensuite été considérée, en tout cas en post-production, le verre est passé en transparence. Donc pour obtenir cette fois-ci non pas une pâte à modeler anesthésiante, mais une pâte à modeler invisible. Donc là vous avez voilà, c'était montré de la sorte. Vous aviez la vidéo qui était posée sur le dispositif qui m'avait servi à faire le mélange des deux pâtes à modeler, et ce qui permettait surtout d'avoir une pâte invisible, mais surtout de disparaître, de sortir de l'image et de passer de l'autre côté du dispositif.
Alors, tac. Voilà, donc je suis désolé pour ce que je vous avais décrit tout à l'heure, je n'avais pas d'image. Donc vous vous rappelez bien un petit peu cette boîte divisée en deux, qui contenait d'un côté une partie pleine de matière anesthésiante qui a été vidée de l'autre côté, qui elle était découverte et munie d'un miroir. Donc vous voyez que le travail aveugle et insensible est devenu un positif, alors que la forme qui a été faite en confrontation avec le miroir et avec une troisième main qui était le reflet de la main droite dans le miroir est devenue un négatif. Voilà. Je pense qu'on... Vous avez des questions vous voulez en savoir plus? Moi j'ai une question logistique pour la création de la pâte à modeler. Au niveau de... J'imagine que ça va être compliqué de travailler avec les médecins et tout ça, ils sont assez... Ça dépend lesquels. Sur Paris non, en fait, l'avantage que j'avais eu pour la pâte à modeler anesthésiante, qui requérait pour le coup une ordonnance, en fait, j'avais été très aidé par justement le commissaire d'Expo qui avait travaillé avec moi à la Maison Rouge, Antoine Perper, qui lui était infirmier à la clinique de Charonne. C'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup de... c'est des gens qui soignent les junkies. Donc il y a tout un réseau de médecins qui est assez compréhensif par rapport à ça. Et puis lui, il était tourné vers là, donc il a favorisé un petit peu cette expérimentation-là. Après, pour la recette précédente avec la pâte à modeler hallucinogène, c'était un peu c'était la tambouille de garage, c'est-à-dire que bien souvent beaucoup de gens essayent de dire que j'ai un travail scientifique, pseudo-scientifique. Ça n'est pas du tout à mon sens. En l'occurrence même, ce genre de travaux que je décris n'ont aucune valeur scientifique. Hein, on pourrait très bien me reprocher de tomber sous le coup d'un effet placebo, hein, ce qui est souvent très fréquent dans ce genre de domaine. Donc moi je réclame aucune vérité scientifique dans mon travail, je ne fais qu'expérimenter. Je ne fais qu'expérimenter et qui plus est de manière artistique et pas du tout tournée à des fins scientifiques. Et pour l'assemblage des molécules, donc ça a été fait, ça n'a pas été fait en pharmacie. Ah non, ça a été fait à la louche. Ça a été fait à la louche à la c'est vraiment, Et tout a été acheté en pharmacie ou il y a des choses Non, sur Internet. Sur Internet, les États-Unis et tout. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs. Généralement, les États-Unis, ça passe pas les frontières. Ils ont souvent en Hollande que ça. Mais les États-Unis, la frontière américaine, elle fait sûr. Par exemple, pour le plomb, moi je voulais acheter une boule de plomb une fois. Et je passais par des dentistes à La Réunion, je crois. D'accord. Ah, mais il y a toujours des circuits très tordus pour arriver à alimenter des projets qui ont besoin de matériaux qui sont toujours étranges. Moi, je sais que justement, ce qui était aussi assez plaisant dans ce genre de recherche, c'est de tomber sur des réseaux avec lesquels j'aurais rien à voir d'habitude. En l'occurrence, la pâte à modeler hallucinogène, ça m'a mis tant en relation avec des gens qui travaillent en pharmacie qu'avec des gens qui sont de grands usagers de drogues psychédéliques et qui, eux, avaient un savoir très, très abouti et très bienveillant par rapport à ce que je pouvais essayer de faire. Je veux bien voir un film d'animation. Ouais, on peut regarder un film d'animation, il faut que je... En attendant, comment je pourrais savoir écrivez-vous? Oui. Il y a une pratique d'écriture qui accompagne ce travail. Comment il se présente? Est-ce qu'il se présente au spectateur en même temps que les autres? Souvent, mais après, moi, j'ai pas fait tant d'expositions de ça, mais souvent le texte, je prends en charge le communiqué de presse.
Donc souvent, les galeristes ou les centres d'art se retrouvent avec des communiqués de presse assez tordus, assez écrits. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres tribunes pour diffuser. En ce moment, je suis en train de travailler avec le Centre d'art de Neuchâtel pour publier les textes relatifs aux expériences psychédéliques, puisque j'avais tenu une espèce de journal avec ce qu'on appelle des rapports de tri. Donc ça serait amené à être publié. Il s'agit d'écrits très documentaires, ça c'est aussi une dimension assez importante dans ce travail-là. Quand vous voyez ces plâtres, pour moi ils ont un statut de bâtard, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment à regarder comme des œuvres d'art, c'est vraiment des enregistrements, donc c'est vraiment des documents. Enfin, ils sont vraiment entre ces deux situations, entre une sculpture et un document, parce qu'ils ne viennent que enregistrer et valider le passage dans ces états-là. Hein, c'est pas autre chose. Donc souvent les gens me reprochent, alors ça c'est une chose qu'on pourra développer par la suite, souvent les gens reprochent que tous mes travaux aient besoin d'une explication, ou que ce soit toujours très littéraire, chose à laquelle je réponds que l'autonomie de l'œuvre d'art est quelque chose auquel je crois très peu. Il y a toujours un discours, quel qu'il soit, qui accompagne une œuvre. Mes objets, on peut les regarder sans nécessairement avoir le mode d'emploi, mais il faut savoir qu'ils s'établissent dans une espèce de constellation où il y a des textes, des images, des documents, des objets, etc., etc. Il n'y a rien qui est centré autour d'une œuvre. L'œuvre ne vient pas incarner un aboutissement d'une recherche. Hein, c'est vraiment, on est dans un processus de travail qui fait qu'il y a beaucoup de documents qui sont amassés, mais aucun ne va prévaloir sur l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la mise en forme d'une expérience et l'expérience elle-même, plutôt que ses résultats. En même temps, enfin, vos supports de monstration, ils font beaucoup plus volume et sculpture que... Enfin, quand on voit l'objet comme ça, même ceux avec les plaques de télévision, enfin, celui-ci ou votre support de tout à l'heure, là, ouais. On voit bien que ça a été pensé, l'échelle, le matériel... Bien sûr. Mais ça fait... techniquement, en tout cas, les plâtres se posent comme... Oui, mais vous auriez pu les poser sur une paillasse, par exemple. Au niveau du socle, etc. Oui, c'est que le socle, du coup, fait pièce aussi, quoi. Alors, justement, c'est une bonne question, parce que sur la première sculpture avec les matériaux hallucinogènes, il y avait eu ce problème-là du socle, qui était un socle de sculpture, qui était un cube blanc. On voit par la suite qu'avec les procédés qui ont été mis en place avec la pâte à modeler anesthésiante, où là, c'est la matrice qui vient elle-même reléguer le trip, et finalement on s'aperçoit que s'il n'y avait pas eu ce miroir et ce jeu de boîte, l'expérience aurait été beaucoup moins tripante, on va dire, parce qu'il n'y aurait pas eu cette confusion qui aurait été posée, mais en ce moment, effectivement, c'est essayer de penser comment la matrice peut elle-même accompagner l'objet jusqu'au bout. Et on voit dans le dernier objet que j'ai présenté, où la matrice de l'expérience, où je rentre là cette fois-ci les deux bras dans la pâte à modeler anesthésiante, va servir de socle pour l'objet. Donc là, on a un objet qui est à la fois matrice et socle. Donc il y a une ambiguïté qui est en train de se construire, qui effectivement était beaucoup plus naïve au tout début. Donc, et ça, c'est des problématiques qui sont très importantes pour moi en ce moment, où à chaque fois le dispositif de monstration participe ou a participé de la fabrication de l'objet. Alors, des dessins animés. Mais vous pouvez continuer à poser des questions, parce que les dessins animés sont muets de toute façon. Et vous êtes enregistré pendant ces expériences? Non, justement. Pas du tout. L'enregistrement, c'est le plâtre. Voilà. C'est le Vous plâtre. auriez pu en parallèle enregistrer. Ça a été fait, des choses comme ça. Ça a été fait, mais j'ai refusé de montrer ces images.
Pour tout, ça a été fait. Ouais. Mais chaque fois, je considère que c'est pas. Je préfère poser le regardeur devant un objet qui a un enregistrement, qui a un document, qui a une trace, mais qui n'a pas la transparence ou l'autorité d'un enregistrement photo ou vidéo. Il y a quelque chose qui donne un accès beaucoup plus indirect et beaucoup plus tordu que si c'était une image, vidéo ou photo. Il y a une partie de l'œuvre qui est importante, c'est la sensation que vous avez. Et pendant l'expérience, d'avoir une pâte à modeler hallucinogène, une pâte à modeler anesthésiante. Et hormis le discours, c'est-à-dire que là, en fait, moi, je suis dans une certaine fascination à vous écouter depuis tout à l'heure, parce que je me dis qu'est-ce qu'on doit ressentir. Justement, ça t'appartient. Voilà, justement, c'est quelque chose que je ne veux pas délivrer et que je ne peux pas délivrer. Non, souvent. Vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'exposer votre intimité devant nous. Restez habillés, tout va bien. Mais non, la question que je me pose est plutôt une question d'ordre technique. C'est-à-dire que finalement, la fine fleur de l'œuvre, c'est vous qui en jouissez, mais le spectateur, lui... Ah mais oui, ça c'est... joindre l'utile à l'agréable, c'est un peu le projet initial de ces choses-là. Mais effectivement, en un sens, surtout par rapport à l'expérience psychédélique, je trouvais que c'est toujours très compliqué, et ça rejoint beaucoup de problématiques de l'histoire de l'art, comme la peinture du rêve ou beaucoup d'exercices surréalistes. C'est des choses qui sont très étranges, puisque souvent les gens qui pensent dessiner un rêve ou dessiner un trip, il y a toujours une confrontation avec la matière. Il y a toujours une confrontation avec la matière qui fait que de toute façon, l'image qu'on va délivrer va toujours être très indirecte par rapport à ce qu'on a pu vivre. Donc moi, ce côté indirect, il est poussé à son extrême, où finalement, il n'y a aucun autre lien, aucune autre clé que ce passage dans la matière. C'est-à-dire que l'expérience privée que j'aurais pu vivre, peut-être qu'elle peut être consignée dans les textes, où je peux vaguement dire « tiens, j'ai vu ça », mais principalement, c'est justement de ne pas, on va dire, entre guillemets, polluer l'imaginaire du regardeur avec une façon de triper, parce que moi je présume que on doit avoir chacun notre propre expérience avec ce genre de matériaux. Mais je ne parlais pas simplement en fait de la pâte hallucinogène, parce que par exemple, ce qui est, j'ai pas d'expérience intime des tripes de champignons ou quoi, mais il se trouve que j'ai lu le rapport de tripes de Michaud, Connaissance par les bouffes, Ouais, alors, il y en a voilà, beaucoup. où il dit que justement la drogue ça rend bête et que ça donne une créativité mécanique, et que finalement les fameux zingouras que vous décrivez, c'est précisément la forme qui sort mécaniquement de l'absorption de ce Ça, comment le dire? Alors, Michaud, c'est une référence importante. Normalement, je passe un extrait qu'on pourrait écouter, pourquoi pas, vu qu'on en parle maintenant, d'un film qui s'appelle L'image du monde visionnaire, qui a été réalisé donc, avec Henri Michaud et un monsieur qui s'appelle Duvivier pour les laboratoires sans dose, donc des gens qui ont produit notamment le LSD. Ce qui serait bien, c'est d'écouter justement Michaud qui nous dit qu'effectivement, même la technique du cinéma ne peut pas rendre, en tout cas en aucun cas, ne peut rendre compte de ce qu'on peut vivre par exemple par la mescaline. Hein, il y a toujours cette distance entre ce que le sujet sous l'influence de la drogue voit et ce qu'on essaie de représenter, ça tombe toujours à côté. Ensuite, pour répondre à votre remarque sur le fait que les drogues produisent des stéréotypes, c'est justement la raison pour laquelle
en tout cas dans le cadre de la pâte à modeler hallucinogène, j'ai refusé au final le monde du visuel. Et qui, dans un second temps, m'a fait penser aussi que c'est pas à partir de la toxicité du matériau qu'il va falloir, qu'on va obtenir certains effets, mais c'est plutôt par le dispositif et par le procédé qu'on va obtenir des effets de plus en plus vertigineux. Et de là, un petit peu le travail que j'ai fait avec ces histoires de miroirs, etc. Et pardon de me couper, est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté la pâte à modeler hallucinogène? Non. Et c'était pas si cher. Et est-ce que systématiquement, quand vous exposez, est-ce que vous proposez le médium à la vente, enfin, la pâte à modeler Non, pour la pâte à modeler anesthésiante, non. Mais pour la pâte à modeler hallucinogène, c'était vraiment un côté... c'était par cynisme aussi. C'était justement pour casser le côté des murs, chaman, etc. La main gauche est insensibilisée, le cerveau va se raccrocher sur le reflet de la main droite, qui va remplacer la main gauche. Donc c'est là, en fait, c'est là où je parle quasiment de troisième main. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas et en même temps, elle peut procurer certaines sensations. C'est ça qui est assez étrange. Mais alors, ça c'est aussi une bonne remarque. Peut-être que c'était bien de vous relever aussi. Souvent, les dispositifs que je mets au point pour ces pâtes à modeler-là reprennent, tu parlais de projection, mais ça reprend souvent des dispositifs de machines optiques. Et ma question était, est-ce que vous avez déjà essayé de produire quelque chose sous anesthésien ou sous hallucinogène avec des sons produits par des images sonores comme ça? Non, ça pas. Non, ça n'a pas grande influence. Mais ça pourrait être marrant de tenter. Après, les psychédéliques et le son, c'est très bien, ça se marie très bien. Mais comme j'étais dans le cadre d'une expérimentation, je ne me suis pas non plus trop fait de cadeau. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais pu mettre une bande son et partir en live comme ça. Ce qui a été le cas sur la deuxième expérience, effectivement, où il y avait, je m'étais fait une playlist et c'était en fait. Mais par la suite, j'ai voulu réduire les choses pour essayer d'arriver à l'essentiel. Et effectivement, la musique participe un petit peu de cette espèce d'élan. Je pensais au Go, dans le sens où c'est de la musique que vous produisez vous-même, c'est pas quelque chose qui vient du monde extérieur. Au final, c'est toujours vous la source de ce que vous écoutez. Pour le gong, c'est pas moi fondamentalement c'est celui qui se munit du marteau qui va le faire sonner. C'est pas. Moi, mon intervention, elle est dans la déformation de la texture et de la forme du gong qui va faire en sorte que je peux penser à ce que le son du gong ait la forme de mon dessin. Mais après, par exemple, il n'y a pas de vidéo avec moi qui fait sonner le gong. J'ai pas de produit d'enregistrement avec le gong. C'est simplement un objet qui est à disposition qu'on peut faire sonner un petit peu comme on veut, soit en tapotant, soit en mettant des grands coups dedans. C'est lui qui pourra venir en parler que moi. Effectivement, le son est très différent aussi selon l'endroit. Ah oui, bien sûr. La façon et l'endroit. Bien sûr, le contexte est toujours très important, ça fait caisse de résonance. Mais après, pour ce gong, il est vraiment intervenu suite à ces questions de pièces de monnaie que j'ai montrées dans le premier lieu. Il était là un petit peu pour contrebalancer le côté polémique des pièces de monnaie. C'est un interdit qui était posé par rapport à ça, mais pour ouvrir justement le sujet sur d'autres choses et essayer de montrer en tout cas le procédé de travail qui se tourne toujours vers l'animation. Que ce soit la projection ou la monnaie qui est toujours en mouvement. Je crois qu'on a un problème avec ça a planté. C'est difficile d'échapper à la métaphore parce que les formes génèrent toujours malgré tout. Ça, c'est vous qui voyez. Non, je pense à ça par rapport justement à ces moulages et à tout le vocabulaire de la genèse que ça peut faire. Mais bien sûr, Terre, bien sûr. le dieu créateur.
spectateur. Enfin. Bien sûr, mais voilà, moi j'essaye par tous les moyens d'essayer de sortir un petit peu de ce côté démiurgique. Après, en même temps, on tourne quand même autour de cette notion de création première, de Frankenstein, enfin, oui, alors, le vocabulaire associé. Il y a effectivement, bon, il y a le folklore des monstres, là, le savon fou, la momie, le loup-garou. Après, je pense que à chaque fois, j'essaye de neutraliser ce genre d'effet en rendant les choses très indirectes aussi. C'est-à-dire que le plâtre, il donne une image très très éloignée, très indirecte. C'est-à-dire qu'il faut refaire tout un cheminement pour essayer de retrouver peut-être ce que moi j'ai pu éprouver. En tout cas, il n'y a rien qui est donné de manière frontale. Après, le rapport à la métaphore, effectivement, comme c'est des objets qui sont assez informes, très en mouvement, effectivement, on peut y voir autre chose. Ça, rien n'empêche. Oui, ça parle de ça aussi. Bien sûr, mais principalement, effectivement, moi j'essaye d'orienter les choses vers la métamorphose pour m'éviter la métaphore, en tout cas quand j'en parle. Et bien évidemment, c'est très difficile d'échapper à la métaphore. Voilà. Après, c'est l'effort que je produis dans ce sens-là. Non, c'est pour ça qu'on peut continuer à parler. Et ça a été vu dans quel cadre, par exemple? Des centres d'art, des choses comme ça. Rarement, une fois au cinéma. Mais non, le circuit du cinéma était très difficile à approcher pour moi. J'ai au final travaillé pour un long métrage, pour un autre réalisateur. C'est ça qui m'a un petit peu éloigné des réalisateurs aussi. Comment ça? J'ai pas compris. Moi, ça m'a pas plu. Ah oui, d'accord. Et vous n'en faites plus? Non, enfin, à chaque fois que je commence une expo, je dis aux gens qui m'accueillent que je vais faire un dessin animé, ça tourne toujours à côté.
Hein, c'est souvent, moi je décris mon processus de travail, c'est vrai qu'à la base, c'est celui d'un animateur frustré. Autant on pouvait voir certaines problématiques de sculpture dans les travaux de dessin animé, que tout s'inverse finalement dans la sculpture, où on voit des problématiques de dessin animé. C'est sous l'effet de la drogue aussi. Oui, c'est ça. Ça, je ne le dis pas. Et le rapport au... Oui, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de machine optique, ce rapport au bois, Ah bah là, dans un texte, il y avait circulé qui n'a rien à voir. Ouais. Mais là, les dessins animés, effectivement, il y a aussi tout un regard sur les expériences pré-cinéma, les jouets optiques. Il y a aussi le jeu vidéo. Enfin, il y a beaucoup d'univers visuels qui viennent se rencontrer, qui viennent un petit peu se rencontrer ou clasher dans les dessins animés. Moi, le dessin animé, je le considère aussi un petit peu comme une manière de faire se rencontrer des univers visuels très différents. Et en l'occurrence, là, on a vu qu'il y avait des phénakistiscopes, des zooscopes, etc., qui se rencontraient. Ça a été fait aux Beaux-Arts de Paris? Non, ça c'est plus tard. C'est après Beaux-Arts. Enfin, il faut regarder celui que j'avais fait pour mon diplôme, mais ça a été fait bien après. Oui. Photoshop, After Effects. Je travaillais soit... alors là, ça a été fait à la palette graphique, mais à l'époque, je travaillais directement à la souris, histoire de limiter un petit peu justement l'univers visuel que je pouvais utiliser. Et puis After Effects pour animer. C'est marrant parce que justement d'un point de vue d'un processus, l'animation c'est des heures et des heures de quelque chose de l'ordre de l'acharnement, de la discipline. Alors qu'après vous êtes passé à des processus comment dire, à la fois très cadrés pour lesquels vous lâchez complètement la question du temps, je veux dire. Enfin, les temps sont beaucoup plus courts et d'une certaine manière ne dépendent pas de... Oui, mais moi ce qui m'a justement toujours intéressé dans l'animation, c'est ce rapport au temps qui est très compressé, c'est-à-dire qu'on va travailler 25 heures pour obtenir quelques secondes. Voilà, c'est ça. À côté presque du rien, mais pour le coup, non, ça c'est un peu évacué pour entrer justement dans des procédés où le temps prend toute autre forme. Effectivement, ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'animation. Le fait de compresser le temps de travail sur un résultat qui est très court. Parce que par exemple, vos expériences avec les psylos, là, vous l'avez fait qu'une fois? 3 fois. 3 fois, mais que 3 fois, je veux dire. Oui, après j'ai fait d'autres choses sans pas t'abonner. C'était 3 fois différents. Enfin, c'était 3, à chaque fois vous avez expliqué vos 3 étapes différentes. Mais à chaque étape, vous ne l'avez pas faite plusieurs fois avant de passer à la seconde étape. Non, j'ai fait 3 fois, 3 expériences. Non, c'est déjà pas mal. Hein. Et à chaque fois que vous faites l'expérience, ça donne un moule similaire à peu près ou pas? C'est-à-dire? Quand vous faites l'expérience de, je sais pas, dans les boîtes, donc après vous développez. Ouais. Et là, ce que vous avez vu, je ne l'ai pas fait plus. Hein. Mais je ne sérialise pas mon travail, je ne fais jamais. Non, mais c'est pour voir dans l'idée la masse, ce qu'elle pourrait donner. Non, j'ai jamais. Ah oui, d'accord. Toujours une seule fois. Unique.
Moi, à chaque fois, j'imagine. Hein, à chaque fois, je peux vous dire, à chaque fois qu'on m'invite pour une expo, je dis oui, je vais faire un dessin animé, je vais revenir, et puis à chaque fois, je me retrouve à faire toute autre chose. Mais c'est symptomatique. Hein, il n'y a pas de... Parce qu'on a quand même le sentiment dans l'animation il y a un règlement de compte avec les images, justement, ou avec bien sûr. Ah bah, aveugle, désensibilisé, etc. Après, il y a cette vidéo où effectivement, je renoue un petit peu avec le dessin animé, l'animation en pâte à modeler. Mais encore une fois, c'est de manière négative. C'est toujours un défaut que les choses se mettent en place. Effectivement, c'est très difficile pour moi. Alors, ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais mon activité principale, de toute façon, ça reste le dessin. C'est-à-dire que je dessine tout le temps. L'histoire des recherches, elles passent d'abord par le dessin. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas exposé mes dessins. À chaque fois, se pose le problème, quand je fais une expo, de mettre ces fameux dessins ou pas. Et bien souvent, ils restent dans un carton. Mais effectivement, après, c'est une question de cohérence. Et à chaque fois, comme se pose sur des questions d'invisibilité, d'insensibilisation, etc., et ben forcément, c'est pas très cohérent de montrer des dessins qui, eux, rentrent dans quelque chose qui est dans du plaisir visuel. Ça, effectivement, je pense que la frustration de ne pas arriver à faire des dessins animés, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le faites remarquer, ce serait très difficile de revenir à ça. Même si le désir est encore là, c'est ça qui est fort. Et l'expérience sur le long métrage, c'était un long métrage commercial ou c'était un film d'artiste? Ouais, plus des deux. En tout cas, c'était pas très intéressant. Ça m'a juste montré comment ça se passait. En tout cas, c'était le milieu du cinéma. D'accord. C'était le milieu du cinéma. Et du coup, non, c'était pas du tout plus. Alors, c'était un petit peu dommage parce que pour le coup, c'était un animateur qui venait d'ex-Yougoslavie, donc c'était un langage visuel duquel je me sentais assez proche. Quand mes premiers dessins animés, je suis toujours réclamé un petit peu de l'animation des pays de l'Est ou du Japon. En tout cas, le Japon, pour l'économie moyenne de séries réalisées pour la télévision, souvent quand on a une image qui tourne en boucle, il y a un personnage qui est comme ça, et il y a juste les lèvres qui bougent. Ce genre de ruse, justement, pour éviter la lourdeur d'une chaîne de fabrication de dessins animés, ça m'a toujours intéressé. Mais pour le coup, c'était assez décevant de tomber justement sur quelqu'un qui venait d'un monde que je révérais beaucoup et qui s'est avéré très décevant. Et ça m'a amené à repenser les choses. C'était pas le film en noir et blanc Non, c'est un truc qu'il a dû passer une fois sur Arte à 1h du matin. Il a été présenté à... Ça, c'est bon signe. Il a été présenté à Annecy par compétition dans un obscur festival au Portugal. Non, il était pas moi, c'était un film. Moi, je me suis occupé de l'animation pour ce film. Je me suis occupé des images. Mais c'était un film qui faisait jouer énormément la corde. C'était post-américain, donc ça se passait à Montmartre, etc. Ça ne me plaisait pas énormément. Voilà. Et la prochaine expérience? Je sais pas, la dernière exposition date, elle s'est terminée il y a 2 semaines. Donc il y a des... Je sais pas trop, il y a une exposition à venir au Palais de Tokyo, un module. Et là, on va voir ce qui va se mettre en place. Mais je ne peux rien dire.